Allez, on redémarre pour la deuxième partie, donc avec ce matin à nouveau 3 nouvelles inspirations et on terminera par le bouquet final, le feu d'artifice. On reviendra sur le Grand Prix 2023. J'en reparle tout à l'heure. Donc, quatrième inspiration, cette fois, nous allons parler, alors j'aime beaucoup moi les noms qui ont été donnés à ces inspirations, les polysémies de l'influence, et on va accueillir Christophe Asselin. Christophe, je te laisse prendre place. Donc Christophe qui est Chief Evangelist Content Marketing Spécialiste chez Digimine du groupe Inclusive. En 2 mots, Digimine, c'est quoi? Alors Digimine, on m'entend? Ouais. Ouais. Digimine, on est éditeur de logiciels de veille et de social listening. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va capter, surveiller tout ce qui peut être publié sur le web et les médias sociaux. Donc du TikTok, de l'Instagram, du LinkedIn, tous les espaces de discussion, hein, le bon vieux blog et le bon vieux forum aussi. Ouais. On va analyser tout ça pour expliquer à nos clients, les marques, les annonceurs ou des agences, ce que pensent les consommateurs de leurs produits, l'évolution des grandes tendances aussi, les styles de consommation, surveiller les concurrents pour s'en inspirer, entre guillemets. Voilà, donc c'est ce genre de choses. Bah oui, plein de belles choses. C'est quoi aujourd'hui les grandes évolutions du monde de l'influence? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ce milieu, si je puis dire? Je pense qu'on n'a jamais autant parlé que ces dernières semaines, ces derniers mois, puisque pas plus tard qu'il y a 10 jours à peu près, la loi, dite loi influence, a été adoptée en version finale par le Parlement. Alors, c'est intéressant parce que c'est une loi qui va cadrer un peu plus le monde des influenceurs, qui était devenu un peu le Far West. Hein. Il y a les bons et puis un peu les truands. Donc, il y avait le côté obscur avec, on va dire, l'influ voleur à Dubaï qui vous vend du Botox, par exemple. Et puis, des vrais influenceurs, toujours l'influence de type lobbying qui existe. Et là, avec cette loi, on va avoir un cadrage avec des sanctions. On a vu des process de name and shame aussi. On désigne des influenceurs qui sont pas tout à fait dans les clous. Et c'est une loi qui a regardé avec beaucoup de curiosité, parce que la semaine dernière, on a fait Vivatech et par exemple, les Britanniques n'étaient pas du tout au courant. Ah bon, vous avez fait une loi? Oui, les Français ont fait plein de lois. Donc voilà. Donc ça, c'est l'évolution du secteur d'influence. Et puis, deuxième évolution, alors on en a parlé avec la première inspiration, le cours. Oui. Il est là depuis un petit bout de temps déjà, mais alors on parle beaucoup de TikTok, mais le cours, il est vraiment de plus en plus présent sur YouTube et Instagram. Évidemment, il y a une très forte concurrence. Et on voit, en regardant ce que font les marques chez Digimine, que le format court est de plus en plus compris et utilisé par les marques. Hein. Ça peut être des grandes surfaces spécialisées, par exemple, qui vont utiliser le court pour faire des petits sketchs avec des influenceurs notamment. Donc ça prend bien. Et puis, je dirais je m'appuie sur une étude qui est parue la semaine dernière, un changement de paradigme, c'est-à-dire que maintenant, c'est clair, on va avoir un accès à l'information de la part de la génération Z ou de la génération Alpha, donc par les plus jeunes, qui va passer d'abord par les réseaux sociaux. On va avoir des influenceurs de l'information. Il y en a déjà, ça se développe. Oui. Donc on parle souvent d'Hugo Décrypte, par Oui. exemple. Mais là, cette étude de Reuters Institute, c'est un baromètre qui paraît tous les ans, qui est passionnant. On montre clairement qu'il y a la rupture. 55% des plus jeunes maintenant qui sont sur Instagram, TikTok ou les réseaux sociaux comme Snapchat, vont d'abord aller voir ces influenceurs de l'information. Ça veut dire que l'influence, elle va être partout. Hein. Ça va pas être seulement pour vous vendre des produits, mais elle va être dans l'information aussi. Donc ça, c'est une vraie réflexion à entamer pour le monde de la communication et des RP, évidemment. Tu me disais en préparant l'entretien que on parle bien sûr souvent des influenceurs qui ont plusieurs milliers ou millions d'abonnés, mais il y a une tendance aussi sur le nano-influenceur. Je ne sais pas comment est-ce qu'on doit l'appeler, mais... Les nanos et les micros, alors en schématisant, le nano-influenceur, c'est des gens qui vont avoir 2000 abonnés, par exemple. Micro, c'est un peu au-dessus, 10 000 abonnés, alors ça varie suivant les secteurs évidemment, mais c'est vrai que nous, avec nos outils, on détecte ces personnes-là qui sont souvent des spécialistes, des passionnés. Oui. Hein, on en parlait, par exemple, moi je fais mon potager en ce moment, il y a des spécialistes du potager, le jardin de Bob par exemple, il a quelques milliers d'influenceurs, mais il est hyper pointu. Voilà. Et ça, les marques l'utilisent de plus en plus. Alors effectivement, dans les dispositifs qui ont été primés ici, Comment, on fait appel à des célébrités, des gros influenceurs, mais dans les dispositifs, il y a souvent de plus en plus en parallèle l'appel à ces micro- et nano-influenceurs qui vont permettre de s'adresser à des niches, des communautés très soudées et sur des sujets très précis. Et ça, c'est
C'est vraiment très intéressant, on en parle depuis pas mal de temps, mais là ça se développe fortement et nous on avait détecté par exemple il y a 4 ou 5 ans des nano-influenceurs qui maintenant ont complètement percé sur YouTube et Instagram. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, l'influence, c'est réservé à certains secteurs, peut-être un peu B2C, ou est-ce que dans le B2B, on peut aussi s'inscrire avec des vraies stratégies d'influence? Non, c'est plus réservé à certains secteurs. Après, ça va être interdit à certains secteurs, tout ce qui est mafieux, criminel, alcool. Bon, il y avait des lois avant la loi influence qui cadraient la consommation. Déjà, il y a la fameuse loi E20. Maintenant, prenons le secteur B2B. Nous, on fait partie du B2B chez Digimind, Inclusive. On utilise des influenceurs B2B qui sont sur LinkedIn, qui sont sur Twitter, qui diffusent du contenu à très haute valeur ajoutée, qui vont à des conférences, qui décryptent, etc. Donc il y a de l'influence un peu dans tous les compartiments des secteurs d'activité. Donc c'est plus réservé vraiment au B2C. Le B2C est le plus visible, mais on a vu avec la fondation Mosaïque et l'agence EPOCA, donc voilà, il y a de l'influence d'opinion et de l'influence vraiment dans tous les secteurs. C'est quoi une influence réussie? C'est quoi les leviers de la réussite? Une influence réussie, moi je trouve que c'est quand ça se voit pas trop. Alors, je parle plutôt de l'influence d'opinion. L'influence marchande est là pour être vue. On va avoir une célébrité ou des micro-influenceurs qui vont s'exprimer. Puis je dirais qu'une influence réussie, on travaille souvent avec des clients qui nous disent là ça se voit pas, c'est fait sans couture. Par exemple, si vous continuez à passer un peu de temps sur Twitter malgré tout, vous avez tendance à rencontrer des gens qui vont pousser du contenu très pertinent, par exemple sur les bienfaits de l'industrie nucléaire par rapport au réchauffement climatique. Donc vous allez liker. Et puis en likant, quelques jours plus tard, vous allez avoir l'inverse, vous allez avoir les antinucléaires, mais qui bénéficient de contenu, d'infographie, de dossiers toujours très pointus, puisque derrière, il y a des organismes, on va dire le mot, du lobbying qui vont leur pousser l'information. Ces gens-là, ils ne sont pas étiquetés influenceurs, ils sont très peu connus, mais il y a un maillage comme ça qui va se produire, et donc là, ça va distiller, ça va planter des petites graines, comme on dirait dans le film Inception, pour faire évoluer l'opinion, et ça, en termes, c'est l'influence réussie. Puis sur l'influence marchande, quand c'est réussi, on a l'habitude de mesurer avec un certain nombre d'indicateurs, le nombre de vues, l'engagement, la résonance aussi. Donc ça c'est ça la preuve de la réussite aussi. Et tu me parlais d'authenticité. Ouais, parce que on a l'habitude de dire que quand une marque ou une organisation fait appel à du marketing d'influence, elle va s'appuyer sur une célébrité ou un micro-influenceur et emprunter son capital d'influence. Et donc dans le capital d'influence, on a théorisé ça en 3 piliers. Finalement, il y a l'audience, dont on parle le plus souvent. Il y a la capacité à raisonner, donc à engager, à être repris, repartagé et à être repris au-delà de sa propre communauté. Et puis il y a le 3e pilier, c'est la légitimité, l'autorité et son authenticité, c'est-à-dire la capacité à être reconnu pour le sujet dont on va parler. Ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les célébrités, mais dès qu'on tombe dans le domaine un peu plus micro et nano, on va avoir des spécialistes, et c'est là que l'authenticité, elle revient. Alors c'est un peu un mot tarte à la crème qu'on remet à toutes les sauces, authenticité, mais on l'a vraiment pour ces influenceurs spécialistes qui sont pros de leur domaine. Ils sont spécialistes avant d'être devenus influenceurs, finalement. Ça, c'est très important. Tout à l'heure, tu parlais rapidement du lobbying. Ouais. Finalement, est-ce que ce n'était pas la première façon de faire de l'influence il y a plusieurs longues années? Je dirais que c'est le démarrage. Là, maintenant, l'aspect visible de l'iceberg, c'est l'influence marchande. Au départ, il y a le lobbying, et puis après, c'est devenu polymorphe. On a des branches de lobbying. Je vous parlais tout à l'heure sur Twitter, ça en fait partie. Ouais. Et puis, je sais que nous, chez Digimind, nos premiers clients, ça a été l'industrie pharmaceutique. C'est un secteur qui, depuis la fin des années 50, s'appuie sur les fameux KOL, Key Opinion Leader. Donc, le leader d'opinion qui va être professeur ou politique, ou les deux. Là, c'est bingo pour le laboratoire pharmaceutique, et qui va s'adresser à une audience qui est un peu perméable à la publicité. D'ailleurs, la publicité est interdite dans l'industrie pharmaceutique, notamment en France, et qui va écouter davantage ces leaders d'opinion que d'autres formes de communication plus traditionnelles. Donc c'est vrai que c'est pas récent, c'est même ancien. Il y a toujours des formes de lobbying, mais là, ça prend des aspects beaucoup plus divers via les réseaux sociaux, via l'influence marchande, et puis les nouvelles formes d'influence d'opinion également. Ouais.
Dernière question, c'est quoi ta vision de l'influence dans les prochaines années? Ça va évoluer comment? On pourrait dire tous influenceurs, puisque à partir du moment où on maîtrise un canal social média, on va finalement pouvoir influer sur une petite communauté. Donc c'est un peu comme les réunions Tupperware à une époque. Oui, j'ai pas connu, mais... C'est-à-dire que voilà, on va être utilisé pour évangéliser, faire passer la bonne parole, ou communiquer auprès de sa propre communauté. Et on voit que maintenant le secteur à la fois tend à se rationaliser, mais se démultiplie en termes d'acteurs et d'émetteurs. Donc il y a autant d'émetteurs que de canaux possibles. Et donc pour moi, c'est ça la vraie évolution, quoi. Voilà. Comment s'appelle ton influenceur qui est spécialisé dans le potager? Ah, c'est le petit jardin de Bob, c'est ça. Ouais. Voilà. Ouais. Y a-t-il des amateurs de potager dans la salle? Ben voilà. Mais il y a des influenceurs pour tout. François, tu sais maintenant où il faut aller pour... Et il y a aussi une fleur parmi les fleurs. Enfin, il y en a des dizaines. Des dizaines. Quoi. Si vous êtes spécialisé dans les courgettes ou le melon, ça dépend. À chaque fruit ou légume, son influenceur. Ouais, merci beaucoup pour cet merci éclairage sur ces notions d'influence. Christophe, on peut t'applaudir. Merci à toi. Cinquième inspiration, avec un mot que j'aime beaucoup, écosystème. Penser écosystème, c'est Hugo qui va me rejoindre. Voilà, donc pour nous parler un peu de ce mot tendance, ce mot inspirationnel 2023. Alors Hugo, tu es aujourd'hui responsable du club digital, médias et communication chez Dauphine Alumni. Donc je ne te demande pas quelle école tu as fait, on le comprend. Et tu es président de Forcola. En 2 mots, Forcola, une agence de conseil en communication et marketing, tout simplement. Ouais, ça c'est en 5 mots, c'est bien. Merci à toi. Alors, quand on parle de penser écosystème, aujourd'hui on parle de quoi exactement? C'est quoi l'inspiration? En fait, l'inspiration, l'écosystème, ça a toujours existé. Hein, c'est comme l'écosystème, la planète, ça peut être vertueux. Ça a toujours existé, sauf que maintenant, avec les nouvelles technologies, tout ce qui arrive, on parle plus à des cibles, des personas comme on connaît, on peut encore, mais de plus en plus à des communautés, Oui. Communautés avec des intérêts bien particuliers qu'on va aller chercher, qu'on va faire vivre, interagir. Et donc c'est vraiment, on va tout mettre en œuvre pour dynamiser cet environnement et avoir des retours de leur part aussi. Mais voilà, tout simplement, c'est vraiment cette notion de on travaille avec ces communautés. Un exemple de marque qui a parfaitement compris cette notion d'écosystème? Un bon exemple que vous connaissez tous, je pense, c'est Nike, qui est assez représentatif, hein, qui va même très très loin en termes d'écosystème, puisque tant en externe, on a des applications dédiées que vous pouvez avoir pour faire, si vous êtes fan de foot, de sport, de fitness, etc. Plein d'événements, du sponsoring, plein d'actions, des communications très fortes par sport. Donc vous avez, si vous êtes fan d'escrime, vous avez des communications dédiées à l'escrime. Également en interne, pour ses salariés, des actions très fortes avec des sous-communautés sur, alors beaucoup plus aux États-Unis, un peu en France, mais c'est plus américain, sur des communautés latino pour les salariés, des communautés de vétérans militaires dans les salariés, donc avec des actions dédiées pour eux dans l'univers Nike. Donc toujours autour des valeurs et des valeurs fortes de Nike, on crée tout un ensemble d'actions et de moyens de communication pour tout l'univers, tout l'environnement, tout l'écosystème de Nike. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est cette notion d'hyper-personnalisation. C'est-à-dire que l'écosystème, c'est un ensemble assez global. Malgré tout, il faut savoir parler à chaque membre de l'écosystème, selon ses origines, ses envies, ses habitudes, ainsi de suite. On fait comment, en fait? C'est ça. Alors, on a la chance maintenant de plus en plus, on en parlait un peu avec notamment l'IA, mais on a les datas, depuis ça fait quelques années déjà, mais les datas nous aident à segmenter, à savoir un peu quel type de personnes aiment faire de l'escrime, d'autres aiment faire du fitness, etc. Pour nous aider, pour la clientèle. Après, en interne, on peut avoir aussi d'autres datas qu'on va utiliser. Donc, c'est vraiment un très bon élément pour déterminer ces communautés. Et puis après, ça va être vraiment par rapport à des grandes tendances, des grandes envies de consommation par rapport à nos produits et services, de regarder un peu comment ça se positionne, comment ça se passe, tout simplement. Donc on peut aller très très loin jusqu'à l'individu? On peut pousser le curseur très loin avec des actions via l'automatisation. Vous devez recevoir des mailings, des alertes. Si vous avez des applications, quand vous passez à côté d'un magasin, une alerte, vous êtes à côté de la boutique, venez nous voir. On peut avoir les fameux textos anniversaires qui sont basiques, mais qui font partie de cet écosystème pour vous stimuler à participer à la vie de l'entreprise. Donc on peut aller vraiment très très loin. Alors il faut faire attention maintenant à ne pas aller trop loin non plus, parce qu'on se rend compte que les gens commencent à être un peu sursollicités et peuvent en avoir marre et prendre du coup un peu en grippe l'entreprise ou l'organisation qui les contacte en permanence. Et Hugo, viens me voir, voilà.
Donc, il faut faire attention à bien manier le curseur. D'un côté, l'hyper-personnalisation, et puis de l'autre, tu l'as évoqué rapidement, la nécessité d'avoir malgré tout un récit commun. Comment est-ce qu'on joue avec ce paradoxe, si je puis dire? En fait, on va vraiment, et c'est le cœur, hein, Nike est un bon exemple, mais on a plein d'autres histoires. Elon Musk est un génie là-dedans. On va vraiment travailler sur ses valeurs fortes. Quel est son récit commun et quelles sont ses valeurs fortes? Qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message? Et ensuite, on va faire comment on va s'adresser, faire passer ce message aux fans de tennis, aux fans de foot, aux fans d'escrime. Comment on va leur parler, mais en gardant toujours en tête, et c'est la difficulté, c'est le rôle des communicants, de garder nos valeurs fortes et notre histoire commune, qu'on a été créé par un génie, qu'on est dans un garage ou qu'on est X, Y, Z. Mais c'est important d'avoir toujours ça en tête et dans sa stratégie de communication omnicanale, Oui. de vraiment se dire je ne perds pas ça de vue, je ne perds pas le cap de mes valeurs et mon histoire, mon récit commun. Et ensuite, on décline chacun. Alors, dans l'écosystème, il y a un acteur qui est important, c'est le concurrent ou les concurrents. Et tu m'expliquais que maintenant, aujourd'hui, il commence à y avoir de la collaboration entre concurrents sur des sujets d'intérêt commun. Tu as des exemples par rapport à ça? On a, alors classiquement, on a effectivement des écosystèmes qui ont intérêt à collaborer ensemble. Dans l'industrie automobile, par exemple, quand c'est des normes techniques, nouvelles normes ou des réglementations, on a des communications communes qui sont faites ou des échanges de documents, de supports pour les aider à prendre la parole ensemble. On a dans l'industrie dans la technologie, on en parlait un peu avec l'IA, mais il y a d'autres choses, tout ce qui est open source, Oui. où certaines entreprises mettent à disposition leur code, forment d'autres entreprises, leur expliquent comment ça fonctionne, leur donnent des éléments pour s'en servir, pour justement faire circuler, que d'autres écosystèmes récupèrent leur technologie, regardent, s'en servent, et alimenter leur écosystème en mélangeant avec d'autres écosystèmes. Donc ça, et puis on retrouve ça aussi fréquemment dans le monde associatif, où des associations de différents univers, parfois, s'entraident, créent des modules en commun, de formation, de support, pour s'aider tout simplement et se développer leur activité. Dernière question, l'avenir de l'écosystème, si je peux dire, jusqu'où est-ce qu'on peut aller encore dans les prochaines années? Je pense qu'on va aller de plus en plus loin, parce que cette notion de communauté, on le voit au quotidien, ça prend de plus en plus d'importance. Parce qu'on est, qu'on le veuille ou non, on est rattaché à des fans de tennis, fans de voitures, etc. Même de fans de voitures de Ferrari ou autres. Ça, et ça marche, ça marche, parce que ça nous parle beaucoup plus. Donc c'est des choses qui vont se développer encore plus. À manier toujours le curseur, de ne pas aller trop loin, pas entrer dans la vie personnelle de manière trop forte des gens. Et à voir aussi comment des nouvelles technologies comme le métaverse vont peut-être pousser ça encore plus loin, où là on aura vraiment toutes ces communautés où on se retrouver à un seul endroit virtuellement. Là où on a des salariés, par exemple de Nike, qui vont être dans l'entreprise et vont pas forcément croiser des clients, là peut-être on pourra se croiser dans des mondes virtuels dans le Donc futur. le Voilà. monde virtuel, nouvelle étape de l'écosystème. Peut-être. À voir. On en parlera l'an prochain. On verra si ta prédiction s'est réalisée. Merci beaucoup Hugo pour Merci. cet éclairage sur cette inspiration numéro 5. Et nous allons alors terminer. Il y avait encore 2 inspirations. Il y avait l'inspiration qui s'appelle Retour au réel et la 7e inspiration autour de la rencontre ou le temps retrouvé. Et finalement, comme c'est le même interlocuteur qui va me rejoindre, Olivier Creusy, qui est directeur de l'innovation et du développement de l'ISCOM, très belle école également, eh bien on a décidé de fusionner les 2 inspirations, Olivier. Voilà, donc de 2 inspirations, nous en avons fait une. Justement, quand on parle de retour au réel, quand on parle de la rencontre, ce besoin de se retrouver, comme ce matin par exemple, qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, il y a bien sûr l'idée assez convenue de l'effet post-Covid, donc de retrouver ce réel qui nous a manqué, dont on ne pensait pas à l'époque, avant qu'il était si important. Et finalement, derrière ça, il y a un sujet un peu compliqué qui ne ressemble pas tout à fait non plus à ce qu'il était ou devrait être, puisque entre-temps, le monde s'est un peu tendu. Moi, je suis assez sensible à ces questions de rapport à la ville, un peu hostile entre les usagers. On parle de décivilisation, on parle effectivement de violence de rue. Voilà, il y a des jardins publics à Annecy où il se passe des choses qui ne devraient pas se passer. Donc je pense qu'il y a un décalage, un peu dérangeant pour tout le monde sur finalement c'est quoi le réel fantasmé par rapport à celui dans lequel je vis vraiment. On se cherche un peu. Tu me rappelais évidemment ce qui s'est passé pendant le Covid pour une école comme l'ISCOM. Comment est-ce qu'on s'organise? Comment est-ce qu'on transforme une école tout de suite en quelques heures? Et quel impact ça a eu finalement aujourd'hui sur cette notion de réel virtuel?
Alors ça a permis à nos étudiants de comprendre qu'une école, c'était d'abord des lieux, d'abord des espaces de vie, d'émotions partagées, de rigolade dans les couloirs, éventuellement d'aller au cours écouter les profs. Et plus le temps passe, plus la demande de la vraie école où on va rencontrer des profs se renforce. Finalement, ils ont très bien, par nécessité, adopté les contraintes de l'enseignement sur Teams. On aurait pu penser que c'était finalement des modes d'apprentissage qui s'étaient installés, et j'ai l'impression qu'ils se désinstallent au profit de la rencontre humaine. Et c'est assez intéressant pour les entreprises parce qu'on ne va pas voir arriver des cohortes de jeunes diplômés qui demandent juste un bel écran et un beau bureau bien isolé. Je pense qu'ils sont vraiment en attente de relations avec les autres. Quand on est une marque, quand on est une entreprise, comment est-ce qu'aujourd'hui on recrée ce lien avec ces différentes parties prenantes ? Alors il y a la grande trouvaille, le grand registre des émotions, Ouais. donc, dont il ne va pas falloir, à mon avis, non plus abuser. D'abord parce que ça commence à être très copié. Très intéressant, les émotions, mais pour moi, c'est un point de départ. Et après, la marque, elle doit trouver son histoire, sa vérité, sa structure narrative, et raconter toujours, parce que ce sont des marques, leurs différences. Et je crois que ce qu'on a dit ce matin, à un moment donné, on parlait de la création. Oui. Ça suppose aussi une régénération de la création. Le prix coup de cœur qu'on a vu, absolument génial, comme je disais, c'est même pas de la com interne, c'est un truc qui devrait sortir tellement c'est drôle, intelligent, ironique. Enfin, je trouve qu'il y a tout là-dedans. Donc il y a une confiance à faire à la création libre, radicale, le saut créatif, et surtout d'ailleurs la création du vrai auteur par rapport à ce qu'on disait sur ChatGPT. Oui. Donc ce truc qui est vraiment inspiré. Et tu insistais aussi en préparant l'échange sur la notion de responsabilité. Parce que l'émotion, c'est bien, mais il faut aussi rester responsable dans ce qu'on exprime, dans ce qu'on communique. Oui, et ça rejoint aussi ce qu'on disait un peu ce matin sur l'évolution d'un rôle plus politique des marques. Alors moi, je suis très intéressé par ces sujets-là. Je n'ai pas trouvé la solution parce qu'en France, tout me paraît très compliqué pour une marque quand on va commencer à aborder ces questions, si elles sont clivantes. L'intérêt, c'est qu'elles soient clivantes, mais en France, on a quand même de grandes peurs, à juste titre, sur ce qui peut être... ce qui peut dissocier effectivement nos cibles, parce qu'à la fin, on ne va pas s'aliéner une partie de nos publics. Et je crois que les marques doivent reprendre peut-être un rôle plus important dans la capacité à créer du commun, à divertir à travers l'événementiel, puisque ça revient très, très, très en force. On va voir ces Coupes du Monde, on va voir les JO, donc des grands événements fédérateurs. Et les marques sont un peu des producteurs de spectacles, de moments partagés. Il n'y a pas que le luxe qui doit faire ça. Il y a le Pont Neuf qui était privatisé ces jours-ci pour un défilé de mode. Je trouve intéressant le branding des stades et des lieux de spectacle par des marques. Donc c'est comme s'il y avait un rôle social nouveau qui consiste à faire rêver, amuser, divertir, peut-être faire réfléchir aussi. On peut aller dans le culturel. Ça débloquerait peut-être, je pense, des envies qui sont dans beaucoup d'entreprises. On le voit à travers les fondations, il y a des honnêtes gens qui ont envie de faire des choses utiles. Peut-être qu'ils n'osent pas, peut-être qu'on n'ose pas assez, tous ensemble. Et en revanche, peut-être que l'époque devient propice à aller un petit peu plus loin, à proposer un peu plus. Et quand c'est bien fait, quand c'est joliment fait, ça ne peut que marcher. Dans cette tendance, il y a aussi cette notion de finalement mettre en scène dans la communication des vrais gens, ou alors ne plus retoucher des photos, par exemple. Tu parlais de beauté ou autre. C'est une tendance qui s'inspire aussi de cette inspiration numéro 6, le retour au réel. Oui, mais alors, ce qu'on a vu aussi dans l'exemple, si c'est des vrais gens, il faut qu'ils soient rigolos, il faut qu'ils soient, voilà, faut qu'ils aient des trucs à dire. Et, bon, il y a toujours la super campagne d'Intermarché sur l'histoire d'amour, donc ça oblige, je crois, si on choisit ce registre-là, à être encore meilleur en termes de réalisation, de finesse, d'humour, d'évocation, de références culturelles. Sinon, ça devient juste plat, banal, et ça va rapidement devenir ennuyeux. Dans les secteurs de la communication, il y a l'événementiel qui a retrouvé des couleurs énormes depuis la fin du Covid. Là, on est bien dans le réel, on est bien dans la relation humaine.
finalement, ça concilie un peu tout ce qu'on a dit là. Oui, bah, c'est la marque qui accueille. C'est la marque. Alors, moi, ma conviction qu'il doit faire des choses en grand. Oui. C'est effectivement une montée en puissance de l'événementiel. Je pense qu'il vaut mieux en faire moins et les faire bien. Et puis transmettre du sens sur ce à quoi on croit, ses combats. Enfin, tout est. Voilà, ce sont des moments où on se rencontre, on se parle. Chacun doit raconter son histoire. Et ça, c'est très enthousiasmant puisque ça remet de la vie. Et je trouve finalement par rapport à un quotidien, ce qu'on disait au début, qui parfois est un peu gris, c'est ces théories d'une société grisâtre, ben, les marques qui proposent comme ça des moments un peu plus lumineux, des capsules, des choses éphémères, et on oublie un peu les difficultés du quotidien et on s'amuse, font non seulement un travail intéressant pour elles, en termes de notoriété, de contenu de marque, mais aussi un Pour la travail société. intéressant pour tous. Bien sûr. Je termine par un dernier point, qui est aussi un paradoxe un petit peu, c'est que finalement, on n'a jamais autant parlé d'univers virtuel, où là, du coup, on n'est plus tellement dans la connexion au réel. Donc, comment t'expliques un peu ce paradoxe-là? Alors moi, je me demande si on n'est pas en train de de pivoter. On en parlait tout à l'heure aussi entre profs. Moi, je suis frappé par la maturité naissante de mes étudiants qui ont 21, 22 ans, ceux qui sont plutôt en fin de cursus, Oui. et qui deviennent très critiques sur le temps qu'ils ont perdu sur les réseaux sociaux depuis de trop nombreuses années. Et donc c'est une espèce de retour vers tout ce qui fait la beauté du monde, de notre monde à nous. Ouais. La culture telle qu'on l'aime, sa diversité, se promener, ne rien faire, la vertu de l'ennui, etc. Et je trouve ça super rassurant, parce qu'on s'inquiète beaucoup sur ces générations sinistrées, abîmées par les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a un vrai enjeu sur les adolescents, parce que le problème des réseaux sociaux, c'est que ça commence de plus en plus tôt. Donc il y a un problème à gérer au niveau de la société sur ce temps très fragile de l'adolescence hyper connectée. C'est une vraie question de société. Et je trouve une capacité de la jeunesse, accédant à une certaine maturité, une fois passé la barre des 20 ans, à reprendre conscience des choses et à rejoindre le monde dans ce qu'il est vraiment, ce qui minore un peu les angoisses de beaucoup de DRH sur l'intégration des nouvelles générations. Alors, il y a des cas irrécupérables comme partout. Et je trouve quand même qu'ils ont une capacité à revenir vers les autres, vers le vrai monde, Vers le vrai monde. vers la vraie vie. En revanche, moi, je suis très préoccupé par la question du harcèlement sur les réseaux sociaux et sur la jeunesse fragile. Oui. Cette fameuse période de l'enfance qui, pour certains, est en train d'être volée. D'être abîmée. abîmé, bien sûr. Merci beaucoup, Olivier, pour cet échange sur cette inspiration autour du réel. Alors, on va terminer par, je vous l'avais dit, par le bouquet final, le feu d'artifice avec le Grand Prix 2023. Et on va accueillir pour nous en parler tout à l'heure Mathieu Cruc. Mathieu, tu peux venir me rejoindre. On va commencer par le petit film. Est-ce que tout le monde connaît ce Grand Prix 2023 qui a été réalisé pour Becherel? On regarde les images et après Mathieu nous en parle. Qui démarrait. On a la vidéo, pas là, non? Non, non, c'est les visuels, pardon. Pardon. C'est les visuels. Non, mais alors, voilà. Du coup, la campagne Becherel, c'est une campagne avec de l'intelligence artificielle. Donc, si vous en avez marre, ratez, je suis là. Je pense qu'on va en parler. C'est une campagne qui est sortie fin 2022, donc qui est sortie pile au moment où il y avait une accélération du grand public sur ce sujet-là. La partie française est sortie en 2022, la partie internationale est sortie en 2023. Tout le sujet pour une marque comme Becherel était de se dire, alors une marque Becherel qui a plus de 150 ans, Ouais. on l'oublie, mais c'était comment, alors qu'ils ont des moyens plutôt en com plutôt limités, comment on reprend la parole finalement sur un sujet extrêmement qui est à l'opposé de ce qu'ils font, donc sur la super nouvelle technologie, pour avoir quelque chose à dire. Et le sujet, toute l'accroche, elle est autoportante, c'est grâce à l'intelligence artificielle, on peut créer des images avec des mots, encore faut-il avoir les bons, et ça met l'accent notamment sur ce point qui est... aujourd'hui, la manière de dialoguer entre guillemets avec une intelligence artificielle générative, qui est donc le prompt. Alors c'est pas propre à Midjourney ou à DALL-E, c'est vraiment l'interface de dialogue que l'on va avoir avec la machine. Et tout le sujet, c'est d'arriver à bien lui passer les informations
c'est souvent en langage naturel, parce qu'on va pouvoir écrire un dauphin qui sort de l'eau. Mais pour autant, si on veut monter en compétence pour obtenir des choses qui soient viables et intéressantes, eh ben, ça requiert une expertise qui n'est pas une expertise technique, mais qui est une expertise d'expertise sur ce que l'on veut obtenir, sur l'angle, sur la lumière, sur les références. Et ça, c'est valable sur Midjourney, mais c'est aussi valable sur ChatGPT, par exemple, pour obtenir des choses qui soient de qualité. Et donc, ça met en exergue le fait que si on se trompe dans le prompt, eh ben, on obtient n'importe quoi et que finalement, il faut avoir, comme le disait la personne qui est passée juste avant moi sur le sujet, une compétence sémantique, une compétence artistique, ou éventuellement une compétence musicale, Ça revient. pour pouvoir faire à l'intelligence artificielle des choses qui soient cohérentes avec ce que l'on cherche à obtenir. Donc là, le petit port de pêche. Le petit port de pêche, donc évidemment, voilà, pour ceux et celles qui sont au fond, port P-O-R-C, donc évidemment, voilà ce que produit l'intelligence artificielle. On a un autre visuel qui est juste avant, je crois, voilà. Voilà, c'est la maison entourée de pins. Alors, faut bien savoir que c'est rare dans la campagne de com où on a choisi vraiment les visuels les plus cringe. Parce qu'il faut bien avoir en tête que c'est sorti en novembre 2022. En novembre 2022, ChatGPT était sorti il y a 3 semaines, donc le sujet de l'intelligence artificielle, c'était encore pour beaucoup de la science-fiction. Les médias ne s'étaient pas encore emparés. Et donc, on avait des visuels qui étaient bien plus réussis déjà à l'époque. Mais si on avait mis des visuels qui étaient trop réussis, les gens n'auraient pas compris en fait le pas. Encore une fois, vu que les gens n'avaient pas été exposés. Donc on a choisi volontairement des visuels un peu ratés, voire on en a dégradé certains à la main. Donc ils ont bien été faits par une intelligence artificielle, ceux-là, pour justement faire un aspect un peu raté et que les gens se disent ok, c'est bien une machine qui l'a fait, c'est pas un acte humain. Donc c'est pour ça qu'on a notamment ce visuel. Alors tous les visuels qui sont vraiment moches, ils ont été faits avec DALL-E, parce que DALL-E est vraiment moins performant. Mais voilà. Et donc l'anecdote, c'est que effectivement, c'est pas le prompt qu'on a écrit qui génère le visuel, parce qu'en fait, on n'arrive pas exactement à avoir effectivement ça. Donc c'est un travail d'autres prompts pour arriver. On avait l'idée créative, mais le propos reste là, et le propos reste extrêmement d'actualité. Si on ne sait pas dialoguer avec l'intelligence artificielle, on n'aura pas des résultats probants. Je fais l'analogie avec Photoshop. Tout le monde peut avoir Photoshop. Tout le monde n'est pas pour autant artiste. Ça reste un outil qui convient de maîtriser. Et si on tape n'importe quoi, on aura des trucs bien faits, mais n'importe comment. Donc, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Mathieu, tu diriges l'agence Brainsonic, qui a donc accompagné Becherel sur cette très belle campagne Grand Prix 2023. Becherel, c'était un client historique de Brainsonic ou... Pas du tout. Okay. En fait, c'est nous qui sommes allés voir Becherel. En fait, on a fait la campagne. On leur a dit bonjour, il y a ça, on est sûr que ça va gagner plein de prix. Est-ce que vous êtes OK pour mettre le logo? Ils ont fait cool, une campagne gratuite. Et en fait, c'est la meilleure campagne de Becherel depuis 15 ans. Parce qu'elle est partie à l'international. Il y a les enseignants, il y a eu beaucoup d'enseignants. Ça, c'était assez chouette, qui nous ont réécrit spontanément. Nous, ce qu'on a fait, c'est on a fait des visuels. Encore une fois, c'est rapide à faire. On a mis 2 jours intégralement à faire la campagne. Ouais. On a juste fait un communiqué de presse qu'on a envoyé à quelques médias. Donc les médias ont trouvé ça canon. Donc en fait, ça a été mis dans Culture Pub, plus dans quelques médias. Du coup, tout le monde a trouvé ça canon. Et après, ça a vraiment fonctionné sans aucun investissement média. Donc pour que ça dépasse l'international, pour que des TikTokers se l'approprient, pour que des enseignants nous écrivent en disant c'est super, je l'ai étudié en classe. C'est vrai que c'est plutôt sympa. Et on fait de la com, on fait pas toujours des trucs qui sont bien pour l'humanité. Au moins là, ça permet de se dire que on sert un peu à quelque chose, et ça permet peut-être surtout de sensibiliser sur ce qui est aujourd'hui un peu un enjeu de société, Oui, qui est l'usage de l'intelligence artificielle dans le travail, mais globalement dans la société. Et l'usage de l'orthographe, accessoirement aussi, par exemple. Exactement. Merci, un grand merci à Brainsonic, aux équipes, et puis à Becherel d'avoir bien sûr saisi cette opportunité. Et merci à Mathieu pour cet éclairage. Alors là encore, on prend quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans le public par rapport à ce qu'on vient de se raconter dans cette deuxième partie, sur les inspirations de cette deuxième partie de matinée? On a parlé d'influence, on a parlé de retour au réel, on a parlé d'écosystème. Est-ce qu'il y a des questions, ou est-ce qu'on s'est tout dit, ou presque? Tic, tac, tic. Ouais. Attends, bouge pas, on amène le micro. Non, ça y est, il est là. Ah oui. Sur la campagne Becherel, je trouvais extrêmement intéressant le fait que
Même si on est une marque austère, parce que franchement, Becherel, quand on est jeune, quand on l'utilise vraiment, c'est pas drôle. Mais après, quand on est devenu grand et que normalement on a appris la conjugaison convenablement, on se met à l'aimer. Donc c'est un cas très paradoxal de l'amour tardif. Hein. Et ça veut dire que sur les sujets compliqués, il y a dans la salle probablement beaucoup de marques compliquées en communication qui sont présentes. On peut toujours s'en sortir par l'intelligence, par l'idée créative, par la fantaisie, par le truc qui fait sourire. Et c'est une tonalité, je trouve, intéressante de l'époque. Allô. Tiens, mets-toi là, Mathieu, parce qu'en fait, je crois qu'il faut être derrière cette petite chose, il me semble bien. Allô. Oui, effectivement, en fait, Becherel, contrairement, et c'est très contre-intuitif, en fait, c'est une love brand. Ça fait partie des éléments constitutifs de l'enfance des gens. Et donc, en fait, si tout le monde l'a oublié, ça rappelle un imaginaire de l'enfance, de l'apprentissage. Alors, ça aurait pu être le bled, potentiellement, Ouais. mais il y a quelques marques comme ça qui renvoient à un imaginaire, et comme de toute façon, pour la tête des gens, tout était toujours un peu mieux avant. Finalement, ça rappelle aussi, ce qui n'est pas vrai, hein, mais ce qui rappelle aussi des pensées plutôt positives. Il y a un rattachement à du tangible et que finalement l'intelligence artificielle, pour beaucoup c'est de la science-fiction, on ne sait pas dans quoi on va. De faire le saut à l'inverse, de se raccrocher à quelque chose d'hyper tangible, il y avait un aspect un peu diamétralement opposé qui était intéressant créativement. En fait, les équipes de Brainsonic font souvent ça, d'imaginer une campagne et d'aller voir un annonceur. Non, enfin ça dépend parce qu'en fait des fois il faut avoir la bonne idée. Souvent la bonne idée on l'attend pas, en fait elle arrive comme ça. Je me rappelle on l'a eu en mangeant dans un restaurant. On s'est dit c'est bien quand même. Puis comme non, en fait c'est très démocratisé, on peut faire ça avec un téléphone portable, enfin Ouais. pas le Photoshop au-dessus, mais on peut générer le visuel depuis un téléphone portable. C'est extrêmement simple, on peut avoir des résultats rapides. Et sur le sujet de l'intelligence artificielle, nous, enfin l'agence a pris le pas il y a un an, un peu plus d'un an maintenant. C'est des choses qui sont complètement rentrées dans les routines à tous les niveaux, que ce soit du ChatGPT, que ce soit du Midjourney, que ce soit du traitement de son, de la synthèse vocale. Ouais. C'est des choses qu'on utilise extrêmement à fond parce que ça bouleverse la manière d'appréhender des projets globalement. Et à tous les niveaux. C'est pas juste une transposition de j'ai rien, je demande à une intelligence artificielle, j'ai un visuel. C'est plus profond que ça. C'est comment je vais concevoir des nouveaux cas d'usage qui sont aujourd'hui possibles parce que l'intelligence artificielle me le permet. Et ce qui était inenvisageable. Et c'est là où c'est très difficile aujourd'hui. Faire un visuel par une IA, tout le monde le comprend. Générer un poème à la manière de tout le monde le comprend. Générer des nouveaux cas d'usage pour un site e-commerce grâce à l'IA, c'est déjà plus compliqué. Et c'est là où en fait l'enjeu se fait aujourd'hui. Et c'est passionnant intellectuellement. Ça convoque de l'imaginaire, de la prospective, de la science-fiction, du légal, Ouais. de l'éthique. Donc c'est des sujets qui sont très chouettes à explorer. Chouette et passionnant. Un grand merci encore une fois. Je rappelle que tout ce qu'on s'est dit ce matin en termes d'inspiration, vous l'avez dans ce magnifique magazine L'Inspirateur 2023. Donc vous retrouverez tous nos intervenants que je remercie encore une fois de s'être prêtés à ce petit jeu. Et un grand merci à l'équipe Comment qui a organisé tout ça de main de maître. Et donc on espère que vous avez passé une très belle matinée inspirante pour jaillir demain dans vos actions de communication. Belle journée à tout le monde et à très vite.